Nos attirances sont les échos d'une longue lignée de corps et d'émotions, transmis à travers des générations qui n'en ont jamais parlé. Après une opération abdominale, quand le chirurgien doit dégager les intestins pour accéder à une autre zone, il ne prend pas la peine de les remettre exactement comme ils étaient. On pourrait croire qu'ils doivent être replacés dans un ordre précis, comme des fils emmêlés qu'il faut aligner, mais non. Ils sont simplement replacés dans la cavité, à peu près, et le corps fait le reste. Les intestins, avec leur mouvement constant, retrouvent leur position d'eux-mêmes. C'est un système vivant qui s'organise tout seul, un enchevêtrement souple capable de se remettre en place sans intervention. Ce qui rend la chose plus troublante, c'est qu'après l'opération, certains patients disent ressentir ce processus. Une sensation discrète mais réelle, comme un frémissement interne, une activité sourde qui se déplace lentement à travers le ventre. Ce ne sont pas des douleurs, plutôt un mouvement organique, instinctif, celui d'un corps qui se réajuste. Il existe une maladie rare et terrifiante appelée insomnie fatale familiale. Ce n'est pas une simple insomnie passagère ni une anxiété du sommeil, mais une condamnation génétique. Elle touche certaines familles à travers le monde, transmise silencieusement d'une génération à l'autre par une mutation du gène PRNP, celui qui code une protéine prion. Pendant des décennies, les porteurs vivent sans aucun signe, parfaitement normaux, jusqu'à ce que la maladie se déclenche, et alors, il n'y a plus de retour possible. Elle commence par des nuits agitées, une difficulté étrange à s'endormir, mais ce n'est pas la fatigue habituelle. Le cerveau cesse littéralement de produire un sommeil profond. Les neurones du thalamus, la région qui régule les cycles veille-sommeil, se dégradent, comme rongés de l'intérieur. Les patients restent éveillés des jours, puis des semaines, leur corps épuisé mais incapable de s'éteindre. Le manque de sommeil devient absolu, et avec lui viennent les hallucinations, la confusion, la perte de coordination. À mesure que le cerveau se détériore, le corps s'affaiblit, le cœur s'emballe, la température monte. La mort survient en quelques mois. Ce qui rend cette maladie encore plus tragique, c'est qu'elle est héréditaire. Dans certaines familles, on sait que la mutation circule, mais tant qu'aucun test génétique n'est fait, personne ne sait qui la porte. C'est une loterie macabre, 1 sur 2, à chaque naissance. Le livre La famille qui ne pouvait pas dormir raconte l'histoire d'une lignée italienne marquée par cette malédiction. Pendant des générations, ils ont vu leurs proches perdre le sommeil, sombrer dans la folie, mourir lentement, et ont compris trop tard que ce n'était pas un hasard. Les vers ascaris sont de grands vers ronds parasites qui s'installent dans le tube digestif humain. Dans certaines régions du monde, surtout là où les conditions sanitaires sont précaires, ils sont si répandus qu'ils font presque partie du quotidien. Lorsque je travaillais à l'hôpital, nous recevions souvent des patients venant de zones rurales pauvres, en particulier d'Amérique centrale, où ce genre d'infection est extrêmement courant. Ces patients arrivaient avec des douleurs abdominales chroniques, une fatigue persistante, parfois même une malnutrition sévère. Mais c'est au moment de la chirurgie que la situation prenait une tournure à la fois fascinante et profondément dérangeante. Sous anesthésie générale, le sang devient légèrement plus alcalin. Ce changement chimique, anodin pour l'être humain, provoque une réaction de panique chez les vers. Ils détestent cet environnement et cherchent immédiatement à s'enfuir. En quelques minutes, ils commencent à sortir de toutes les ouvertures du corps, la bouche, le nez, le rectum. Et il ne s'agit pas de petits parasites invisibles, mais de longs vers de plusieurs dizaines de centimètres, semblables à des lombrics. La première fois qu'on en voit un ramper hors de la bouche d'un patient endormi, on a du mal à croire que ce qu'on regarde est réel. L'équipe entière ressent un mélange d'horreur et de fascination scientifique, une sorte de silence lourd où tout le monde essaie de ne pas penser à la dimension organique de ce qu'il vient de voir. Le traitement, heureusement, est simple mais impressionnant. On administre du bandazole, un antiparasitaire très efficace, et pendant 3 jours le patient expulse des vers morts à travers ses selles jusqu'à ce que le corps soit enfin débarrassé de ses hôtes indésirables. Après cela, la transformation est spectaculaire, les douleurs disparaissent, la peau retrouve de la couleur, l'appétit revient.
Ce contraste entre l'horreur du parasite et la banalité du traitement m'a toujours marqué. En France, il est effectivement possible d'épouser une personne décédée. C'est une loi rare, presque surréaliste, née d'une tragédie et maintenue au nom de l'amour et du devoir moral. Cette pratique, appelée mariage posthume, remonte à 1959, après la rupture d'un barrage dans le sud-est du pays. Parmi les victimes, un jeune homme devait se marier quelques jours plus tard. Sa fiancée, anéantie, écrivit au président Charles de Gaulle pour demander à pouvoir l'épouser malgré sa mort. L'histoire émut tout le pays, et la loi fut adoptée peu après. Le mariage posthume ne se fait pas à la légère. Il faut prouver que le défunt avait réellement l'intention de se marier, que les démarches étaient en cours, et que la demande est motivée par des raisons sincères, non financières. Si le président de la République donne son autorisation, la cérémonie a lieu en présence d'un représentant de la personne décédée. Le mariage est rétroactif, le conjoint survivant devient légalement marié à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, sans pour autant acquérir de droits successoraux. Ce qui rend cette loi si fascinante, c'est qu'elle place l'amour et la mémoire au-dessus du temps. Elle reconnaît que les liens humains peuvent dépasser la mort, qu'ils peuvent avoir une existence juridique, presque symbolique. On n'épouse pas un corps, on officialise une promesse qui n'a pas pu être tenue. C'est à la fois tragique et poétique, un acte de fidélité ultime dans une société souvent trop pragmatique pour tolérer ce genre de geste. Les corps sans vie gémissent et grognent quand on les déplace. Ce n'est pas un cri venu d'outre-tombe ni un signe de conscience qui persiste après la mort. C'est simplement la conséquence mécanique de la biologie qui s'effondre. Quand une personne meurt, l'air reste coincé dans les poumons et dans les voies respiratoires. Les muscles, encore un peu tendus, conservent une certaine rigidité pendant un temps avant de se relâcher complètement. Si l'on bouge le corps, la pression interne change, l'air se déplace et s'échappe, faisant vibrer les cordes vocales. Le son qui en résulte est un gémissement rauque, un soupir, parfois un grognement guttural. Pour quelqu'un qui ne s'y attend pas, c'est une expérience terrifiante. Beaucoup de ceux qui travaillent dans les morgues, les hôpitaux ou les services d'urgence racontent la première fois où ils ont entendu ce bruit. Ils pensaient avoir halluciné ou que le mort revenait à la vie. Certains reculent brusquement, d'autres rient nerveusement pour briser la tension. Le cerveau humain, conditionné à associer tout son venant d'un corps humain à une présence vivante, a du mal à accepter que ce ne soit qu'un phénomène physique. Dans la réalité, les cadavres sont pleins de petits mouvements et de réactions post-mortem. Le corps se rigidifie, puis se détend. Les gaz se forment dans les intestins, le sang se déplace par gravité, les yeux s'affaissent légèrement. Chaque détail rappelle que la mort n'est pas un instant précis mais un processus lent et désordonné. Entendre un mort parler à travers l'air qu'il expulse, c'est comme assister à la dernière trace de ce que fut un organisme vivant, une machine biologique qui s'éteint lentement. Dans chaque grain de riz se cachent des spores de Bacillus cereus, une bactérie que la cuisson ne détruit pas. Elles sont là, invisibles et inoffensives tant que le riz reste chaud ou froid, mais elles n'attendent qu'une chose, un moment de tiédeur pour s'éveiller. C'est lorsque le riz cuit reste à température ambiante que ces spores commencent à germer, libérant des toxines résistantes à la chaleur qui peuvent provoquer nausées, vomissements ou diarrhée en quelques heures seulement. Le paradoxe, c'est que le riz semble toujours inoffensif. Il n'a pas d'odeur particulière, pas de changement visible. On le laisse sur le plan de travail, on se dit qu'on le rangera plus tard, et en quelques heures, les bactéries ont déjà commencé leur festin. Même si on le réchauffe ensuite, la chaleur ne suffit pas à détruire les toxines déjà produites. Ce n'est pas le goût qui trahit le danger, c'est le temps. Pour éviter cela, il faut briser cette fenêtre où les spores s'activent. L'idéal est de laisser le riz refroidir un peu pour éviter la condensation, puis de le mettre au réfrigérateur dans les 2 heures suivant la cuisson. Il peut se conserver un jour ou deux, mais chaque réchauffage augmente le risque, car les cycles de chaleur et de refroidissement favorisent la croissance des bactéries. Et il ne faut jamais le réchauffer plus d'une fois.
Les dauphins sont souvent présentés comme des symboles d'intelligence et de bienveillance. On les imagine joueurs, curieux, presque amicaux envers les humains. Mais la réalité de leur comportement social est bien plus complexe et, parfois, troublante. Dans certaines observations marines, des chercheurs ont vu des dauphins mal attaquer et tuer les petits d'autres groupes, souvent sans raison apparente, comme s'il s'agissait d'un simple jeu. Ce comportement n'est pas lié à la faim ni à la survie. Les victimes ne sont pas mangées, et l'acte semble se produire dans un contexte de domination ou d'excitation sociale. Les scientifiques pensent que cette cruauté a une fonction indirecte. En tuant les petits d'autres groupes, les mâles peuvent provoquer un nouveau cycle de reproduction chez les femelles, augmentant ainsi leurs propres chances de se reproduire. Mais dans certains cas, les attaques se produisent même sans femelle autour, sans bénéfice reproductif évident. C'est là que cela devient dérangeant, les dauphins semblent parfois agir par curiosité ou par simple stimulation, un peu comme s'ils testaient leurs limites ou cherchaient à exprimer leur puissance. Ils s'organisent, poursuivent leur cible, la frappent à coups de museau et de queue, puis repartent jouer entre eux. Ce contraste entre leur intelligence et leur cruauté révèle quelque chose d'inconfortable sur la nature de la conscience animale. Être intelligent ne signifie pas être moral. Les dauphins ont des sociétés complexes, des alliances, des comportements de coopération et de trahison, et une capacité d'émotion qui frôle parfois celle des humains. Mais ces mêmes qualités leur donnent aussi la possibilité de commettre des actes violents sans nécessité biologique immédiate. On aime les imaginer comme des versions aquatiques de nous-mêmes, mais en les observant de près, on découvre qu'ils sont aussi capables de malveillance, d'agressivité et de plaisir dans la domination. Ce paradoxe rend les dauphins encore plus fascinants. Ils incarnent la dualité de l'intelligence, la capacité à comprendre, à ressentir et à créer du lien, mais aussi celle de manipuler, de blesser et de détruire. Jusqu'à la fin des années 1970, la médecine croyait que les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur. On pensait que leur système nerveux était trop immature, que leurs réactions n'étaient que des réflexes, des signaux sans conscience. Cette idée, enseignée dans les facultés et inscrite dans les protocoles hospitaliers, a conduit à des pratiques qu'on a aujourd'hui du mal à concevoir. Des opérations complexes, y compris à cœur ouvert, étaient réalisées sur des nourrissons sans anesthésie, parfois seulement avec un léger relaxant musculaire pour les empêcher de bouger. Ce n'est qu'au début des années 1980 que la médecine a commencé à reconnaître l'erreur. Des chercheurs ont démontré que les bébés possédaient non seulement les structures nécessaires pour ressentir la douleur, mais qu'ils y étaient en réalité plus sensibles que les adultes. Leur système nerveux périphérique était pleinement fonctionnel, tandis que les voies inhibitrices qui aident à supporter la douleur ne s'étaient pas encore développées. En d'autres termes, ils ressentaient tout, intensément, sans aucun moyen biologique de l'atténuer. Ce décalage entre la connaissance et la réalité crée un malaise profond. On imagine des salles d'opération aseptisées, des médecins concentrés, convaincus de bien faire, et au milieu de tout cela, un petit corps immobilisé, conscient de la douleur mais incapable de la comprendre. La scène n'a rien d'un film d'horreur, et c'est précisément ce qui la rend insoutenable. Elle est née de la certitude scientifique, de la froideur bureaucratique de l'époque, pas de la cruauté. Apparemment, il n'existe aucun endroit dans une maison où l'on puisse ranger sa brosse à dents sans qu'elle finisse, d'une manière ou d'une autre, contaminée par des particules fécales. C'est une conclusion que beaucoup ont découverte grâce à Mythbuster, et elle a depuis hanté bien des esprits. L'idée semble absurde au premier abord. On pense immédiatement à la salle de bain, et évidemment, puisque la chasse d'eau libère un nuage microscopique de gouttelettes chaque fois qu'on tire la chasse. Mais le véritable choc vient quand on apprend que même les brosses à dents stockées dans une autre pièce finissent, elles aussi, couvertes de traces invisibles. Le problème ne vient pas d'un manque d'hygiène personnelle, mais du fait que nous vivons entourés d'un écosystème invisible. L'air transporte constamment des bactéries, des spores et des microparticules issues de nos propres corps. Chaque ouverture, chaque respiration, chaque objet que l'on touche contribue à cette soupe biologique dans laquelle tout flotte et se dépose. Nos maisons ne sont pas des environnements stériles. Elles sont vivantes, d'une certaine manière, pleines de vie microscopique que nous ne voyons pas. Ce qui rend cette idée particulièrement dérangeante, c'est qu'elle remet en question la notion même de propreté.
On se brosse les dents pour se sentir frais, propre, protégé contre les bactéries. Pourtant, l'instrument qu'on utilise pour cela est lui-même contaminé, même si l'on ferme le couvercle des toilettes, même si l'on le range dans un tiroir. C'est une petite leçon d'humilité face à la nature. Nous voulons contrôler notre environnement, le purifier, le dompter, mais la biologie s'infiltre partout. Cette révélation ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la paranoïa ou désinfecter chaque recoin. On estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2000 tueurs en série encore en liberté dans le monde. Le chiffre semble irréel, presque sorti d'un film policier, mais il vient d'analyses statistiques basées sur les meurtres non résolus, les motifs répétitifs et les disparitions inexpliquées qui s'accumulent dans les bases de données criminelles. Ce ne sont pas des monstres de fiction ni des silhouettes tapies dans les ruelles sombres, mais souvent des gens ordinaires, un voisin discret, un collègue poli, quelqu'un qu'on croise tous les jours sans y penser. La plupart opèrent dans le silence, dans des zones rurales, le long des autoroutes, dans des milieux marginaux ou isolés où les disparitions passent inaperçues. Certains visent des personnes vulnérables, d'autres agissent au hasard. Beaucoup ne seront jamais identifiés, car leurs crimes se fondent dans le bruit de fond des drames humains quotidiens. Les enquêteurs parlent de « cold cases » qui ne le sont peut-être pas vraiment, mais simplement trop éparpillés pour qu'on y voit un schéma. Ce chiffre, aussi terrifiant qu'il soit, rappelle une vérité sur la nature humaine, le mal n'a pas disparu, il s'est simplement fait plus discret. Nous vivons dans un monde saturé de surveillance, de caméras, d'empreintes numériques, et pourtant, certains continuent d'échapper à tout. Peut-être parce qu'ils n'agissent pas souvent, peut-être parce qu'ils choisissent des cibles que la société regarde à peine. Ce n'est pas tant le nombre qui glace le sang que la normalité qui les entoure. Ils travaillent, ils saluent, ils sourient. Et derrière cette banalité se cache un vide, une absence de remords si totale qu'elle devient presque invisible. Penser qu'ils sont encore là, quelque part, c'est se rappeler que le monde civilisé ne l'est qu'en apparence. Sous la surface des lumières et du bruit, l'obscurité continue de vivre, patiente et parfaitement humaine. Certaines personnes naissent avec une malformation rare dans le cerveau appelée AVM, pour malformation artério-veineuse. Il s'agit d'un enchevêtrement de vaisseaux sanguins mal formés, une sorte de nœud biologique où les artères et les veines se rejoignent directement sans passer par les capillaires. La plupart du temps, ces gens n'en savent rien. Ils vivent normalement, vont à l'école, font du sport, rient, tombent amoureux. Rien ne laisse présager qu'à l'intérieur de leur crâne se cache une bombe minuscule, prête à exploser sans prévenir. Un AVM peut rester silencieux pendant toute une vie. Il n'y a souvent aucun symptôme, aucune douleur spécifique, rien qui pousse à consulter. Puis un jour, parfois au milieu d'une conversation ou d'un repas, l'un de ces vaisseaux se rompt. Le sang se met à s'écouler dans le cerveau, provoquant une hémorragie brutale. En quelques secondes, tout peut basculer. La personne s'effondre, inconsciente. Certains meurent avant même d'arriver à l'hôpital. D'autres survivent, mais se réveillent différents, paralysés, incapables de parler, ou avec une partie de leurs souvenirs effacés. Tout cela sans la moindre alerte, sans le moindre avertissement du corps. Ce qui rend cette réalité si troublante, c'est son arbitraire absolu. On aime croire que la santé est quelque chose que l'on peut contrôler, qu'en mangeant bien et en faisant de l'exercice, on éloigne les pires catastrophes. Mais les AVM rappellent que parfois, la biologie ne joue pas selon nos règles. Ce n'est pas une question de choix de vie, ni de chance au quotidien, mais de hasard au niveau cellulaire, d'une erreur de développement survenue bien avant la naissance. Chaque fois que j'entends parler de quelqu'un fauché ainsi par une hémorragie cérébrale due à une malformation inconnue, je ressens la même impression étrange, celle que la vie humaine repose sur un équilibre infiniment fragile. Tu peux effectivement glisser une ampoule dans ta bouche, mais tu ne peux pas la ressortir. C'est une de ces curiosités anatomiques qui paraissent absurdes, presque drôles, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. La forme de la mâchoire humaine crée un piège parfait. L'ouverture est plus large quand tu détends les muscles, mais dès que tu refermes un peu la bouche ou que la panique s'installe, les articulations se resserrent et bloquent l'objet à l'intérieur.
Pour une ampoule en verre, c'est pire encore, car la moindre pression mal placée pourrait la briser, et là, ce n'est plus un simple embarras, mais une urgence chirurgicale. Ce qui est étrange, c'est la réaction psychologique que ce genre de fait provoque. Tu n'as jamais eu envie de le faire, mais le simple fait de savoir que tu ne pourrais pas t'en sortir te donne la sensation qu'un jour, malgré toi, ton corps pourrait essayer. C'est la même logique que lorsqu'on se penche d'une falaise et qu'une petite voix intérieure murmure « Et si je sautais ?» Ce n'est pas une envie de mourir ni un désir réel, c'est la conscience du possible, la curiosité de l'interdit. L'esprit humain a parfois cette pulsion de tester les limites, même les plus absurdes. Ce paradoxe est fascinant, la peur ne vient pas du danger lui-même, mais de la conscience de sa proximité. Tu sais que tu ne le feras jamais, mais le simple fait que ce soit faisable rend la pensée persistante. Elle s'installe quelque part dans le coin de ton esprit, comme un avertissement inutile qui refuse de partir. Le savoir devient une tentation en soi. Découvrir que certaines plantes peuvent réellement communiquer entre elles change complètement la façon dont on regarde un jardin. Ce n'est plus simplement une collection de feuilles, de tiges et de racines, mais une communauté silencieuse qui échange des informations à travers des signaux chimiques, des vibrations, et même des réseaux souterrains de champignons appelés mycorhizes. Les plantes se préviennent du danger, partagent des nutriments et modifient leur comportement en fonction de ce que leurs voisines vivent. Ton petit carré d'herbes aromatiques n'est plus juste un potager, c'est une salle de rédaction miniature où chaque feuille murmure des nouvelles à la suivante. Lorsqu'une plante est attaquée par un insecte, elle libère dans l'air des composés volatiles qui alertent les autres autour d'elle. Ses voisines, à leur tour, réagissent en produisant leur propre défense chimique avant même d'être touchées. Certaines vont jusqu'à modifier la saveur de leurs feuilles pour devenir moins appétissantes. D'autres changent la composition de leur sève ou libèrent des odeurs qui attirent les prédateurs naturels des insectes. C'est un réseau d'alerte digne d'un roman d'espionnage, mais tout se déroule dans le silence absolu du monde végétal. Ce qui rend cette idée si fascinante, c'est qu'elle bouscule notre conception de l'intelligence. On a longtemps pensé que la pensée nécessitait un cerveau, des nerfs, une conscience. Pourtant, la nature montre qu'il existe d'autres formes de communication, plus lentes, plus subtiles, mais tout aussi efficaces. Les plantes n'ont pas besoin de parler ou d'entendre pour coopérer. Elles réagissent, apprennent, s'adaptent, et semblent même se souvenir de certaines expériences. Alors quand on regarde son jardin, il devient difficile de ne pas imaginer que quelque chose se trame entre ces tiges immobiles. Peut-être que le basilic se plaint du manque de soleil, que le romarin s'irrite du voisinage trop humide de la menthe, ou que la lavande, stoïque et parfumée, observe tout cela avec sagesse. Ce n'est plus un simple coin de verdure, c'est un microcosme bavard et sensible, un réseau vivant où chaque plante a son mot à dire, même si aucun son n'est jamais prononcé. Il pourrait exister, quelque part dans le vide immense, des trous noirs minuscules voyageant presque à la vitesse de la lumière. Des singularités errantes, invisibles, nées de la mort d'anciennes étoiles ou des premiers instants du cosmos. Ils n'appartiennent à aucune galaxie, ne sont liés à aucun système, ils dérivent simplement, avalant tout ce qui croise leur trajectoire. Le plus troublant, c'est qu'on ne saurait même pas les voir venir. Un trou noir isolé n'émet pas de lumière. Il ne trahit sa présence que lorsqu'il perturbe quelque chose autour de lui, la trajectoire d'une étoile, la forme d'un nuage de gaz, la distorsion d'un rayon lumineux. Mais dans le vide interstellaire, il n'y a rien à déformer, rien à avaler, rien à trahir. C'est une absence en mouvement, un silence qui se déplace. Si l'un d'eux se dirigeait vers la Terre, il ne serait précédé d'aucune lueur, d'aucun signal, d'aucune alarme. Le ciel paraîtrait calme, et puis tout à coup, la gravité se plierait. Les scientifiques appellent cela des trous noirs primordiaux, hypothétiques reliques du Big Bang. Certains pourraient être aussi petits qu'une montagne, d'autres plus massifs que le Soleil. À des vitesses relativistes, ils traverseraient l'espace comme des flèches invisibles, distordant la trame même du réel. Et s'ils frôlaient notre système solaire, les planètes dériveraient lentement de leurs orbites, les marées changeraient, les satellites s'échapperaient dans le vide. Ce qui rend cette idée si inquiétante,
c'est son indétectabilité. Nous vivons dans un univers où certaines menaces n'ont ni lumière, ni son, ni avertissement. Elles existent au-delà de nos instruments, au-delà de nos perceptions, au-delà de nos moyens de réaction. Peut-être qu'en ce moment même, quelque chose d'aussi dense qu'une étoile morte traverse silencieusement le noir, filant à une fraction de la vitesse de la lumière, invisible et implacable, dessinant déjà sa route à travers le tissu fragile de notre réalité. Chaque année, un nombre non négligeable d'agriculteurs disparaissent à cause de leurs cochons. C'est un fait rarement évoqué, souvent relégué aux rumeurs rurales ou aux chroniques locales, mais il arrive que des éleveurs tombent dans un enclos et ne soient jamais retrouvés entiers. Les porcs mangent presque tout, fruits, légumes, restes de viande, os, et, dans certains cas extrêmes, les corps de ceux qui les nourrissent. Ce n'est pas que ces animaux soient foncièrement agressifs. La plupart du temps, c'est un accident banal. Un fermier glisse dans la boue, se blesse, perd connaissance, et les cochons, affamés ou simplement curieux, s'approchent. Ils n'ont aucune notion morale de ce qu'ils font, aucune conscience du caractère sacré du corps humain. Ils mordent, goûtent, arrachent, et bientôt il ne reste que des fragments, parfois à peine identifiables. Les enquêteurs racontent que les dents et quelques morceaux métalliques, boutons, boucles de ceinture, sont souvent les seules choses que les animaux ne peuvent pas digérer. Ce qui rend ces histoires si troublantes, c'est qu'elles brisent l'image familière du cochon comme simple bête de ferme. On les imagine dociles, intelligents, presque mignons. Pourtant, sous cette apparence se cache un opportunisme brut, une logique de survie dénuée d'émotion. Dans un environnement où la faim domine, tout ce qui ressemble à de la nourriture devient comestible. C'est un rappel brutal de la mince frontière entre le domestique et le sauvage. Nous vivons entourés d'animaux que nous pensons contrôler, mais qui, en réalité, obéissent à des instincts immuables. Le cochon ne tue pas par haine ni par cruauté, mais parce qu'il peut, parce que la nature ne connaît ni respect ni tabou. Dans la boue de l'enclos, les rôles peuvent s'inverser en un instant, et celui qui nourrit devient celui qui est dévoré. Ton système immunitaire ne sait pas que tes yeux existent. C'est une des étrangetés les plus fascinantes du corps humain. Tes globes oculaires sont isolés du reste de ton système immunitaire par une barrière biologique appelée le privilège immunitaire. C'est une mesure de protection, une sorte de pacte fragile entre la vision et la défense. Car si ton système immunitaire découvrait véritablement la composition de tes yeux, il les considérerait comme une menace et chercherait à les détruire. Ce silence biologique s'explique par le fait que les structures internes de l'œil se forment dans un environnement clos, protégé. Le système immunitaire, lui, ne les voit jamais. Il n'a donc jamais appris à les reconnaître comme faisant partie de toi. Si cette barrière se brise, par un traumatisme ou une infection, l'organisme réagit avec une violence terrible. Des cellules immunitaires affluent et attaquent les tissus oculaires, croyant combattre un envahisseur. Dans certains cas rares, cette réaction peut même s'étendre à l'autre œil, rester intacte, jusqu'à le rendre aveugle. Ce mécanisme est à la fois fascinant et effrayant. Ton corps, conçu pour te protéger, garde en lui la capacité de détruire un de ses organes les plus précieux simplement parce qu'il l'ignore. Cela révèle à quel point notre biologie repose sur des équilibres précaires, sur des pactes de non-agression interne dont nous ne sommes jamais conscients. Voir le monde dépend littéralement de l'ignorance de ton propre système immunitaire. C'est une métaphore involontaire de la condition humaine. Certaines choses ne peuvent exister que parce qu'elles sont tenues secrètes, parce qu'une partie de nous choisit de ne pas les voir. Tes yeux fonctionnent parce que ton corps, dans son infinie complexité, a choisi de les ignorer. L'intérieur de la bouche d'une tortue de mer semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Oublie la douceur tranquille qu'on leur prête en les voyant nager dans les vagues, à l'intérieur, c'est un véritable paysage cauchemardesque. Tout son œsophage est tapissé d'épines pointues, orientées vers l'arrière, semblables à des crocs translucides qui s'étendent jusqu'à la gorge. À première vue, on croirait regarder la gueule d'une créature extraterrestre, une sorte de piège vivant conçu pour ne laisser aucune chance à ceux qui s'y aventurent. Ces épines ne sont pas là pour déchirer ou mordre,
mais pour servir une fonction étonnamment précise. Les tortues de mer avalent une énorme quantité d'eau lorsqu'elles se nourrissent, que ce soit en gobant des méduses, des algues ou des petits poissons. Une fois leur repas aspiré, elles doivent recracher toute cette eau salée, et ces structures épineuses empêchent la nourriture de ressortir pendant ce processus. C'est un système biologique ingénieux, un filtre à sens unique, une adaptation parfaite à la vie marine. Mais ce qui fascine, c'est le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Vue de dehors, la tortue incarne la paix, la lenteur et la sagesse. Elle est presque mythologique, un symbole de longévité et de calme. Pourtant, à l'intérieur, son anatomie raconte une toute autre histoire. Celle d'une machine biologique optimisée pour survivre, où chaque détail, aussi terrifiant soit-il, répond à une nécessité vitale. C'est une leçon de nature, ce qui est effrayant n'est pas forcément malveillant. La beauté et l'horreur peuvent cohabiter dans un même corps, simplement parce que l'évolution n'a pas de goût esthétique, seulement une logique implacable. Dans la jungle, le bruit est synonyme de vie. Les cris des oiseaux, les insectes qui bourdonnent, le vent dans les feuilles, tout cela compose une symphonie permanente. Ce vacarme est rassurant, car il signifie que la forêt respire normalement. Chaque espèce chante sa présence, affirme son territoire, signale que le monde fonctionne comme il le doit. Mais quand ce bruit s'arrête, même pour quelques secondes, quelque chose se fige. C'est un silence lourd, compact, un silence qui n'appartient pas à la nature mais à la peur. Ce moment où la forêt se tait est souvent un avertissement. Les animaux ont perçu quelque chose que toi, humain étranger à ce milieu, ne remarque pas encore. Une odeur, une vibration, un mouvement. Les prédateurs approchent, ou quelque chose de plus grand vient de rompre l'équilibre. Les oiseaux se dispersent, les insectes cessent de frotter leurs ailes, et soudain tu réalises que tu es seul dans un espace vivant qui te regarde. C'est le genre de silence qui fait battre le cœur plus fort, car ton corps, lui, comprend avant ton esprit que quelque chose ne va pas. Le loa loa, aussi appelé le ver de l'œil africain, est un parasite capable de s'introduire littéralement dans l'œil humain. Rien que cette idée suffit à provoquer un frisson. Ce ver rond, long d'environ 2 à 6 cm, vit dans les tissus sous-cutanés, se déplaçant lentement sous la peau, souvent autour du visage. Les personnes infectées peuvent parfois sentir un léger chatouillement sous la surface, comme si quelque chose rampait à l'intérieur, et dans certains cas, elles voient le ver traverser la conjonctive de leur œil, visible à travers la fine pellicule transparente qui recouvre le globe oculaire. L'infection se produit lorsqu'une petite mouche, appelée mouche du cerf ou chrysops, pique un humain et dépose des larves microscopiques dans le sang. Ces larves grandissent au fil des mois, voyageant à travers les tissus corporels jusqu'à devenir adultes. Le loa loa ne tue généralement pas son hôte, mais il provoque des gonflements douloureux, des démangeaisons intenses et, bien sûr, une terreur viscérale à l'idée de voir son propre œil habité par un être vivant. Pour ceux qui en sont témoins, le spectacle est à la fois fascinant et cauchemardesque. Le ver, blanc et translucide, se tortille lentement juste sous la surface de l'œil, comme un fil animé. Il peut rester là pendant des heures avant de disparaître à nouveau dans les tissus. Le traitement implique souvent un antiparasitaire puissant, mais parfois, il faut le retirer manuellement, à la pince, pendant que le patient est conscient. Les ours ne patientent pas pour commencer à manger. Contrairement à l'image romantisée du prédateur noble ou du chasseur méthodique, la réalité est beaucoup plus brute. Si un ours t'attaque, il ne cherche pas à te tuer d'abord. Il veut te neutraliser, te rendre inoffensif, et ensuite il commence à se nourrir. Pour lui, la différence entre le vivant et le mort n'existe pas vraiment. La chair reste de la chair, et la survie ne connaît pas la compassion. Les récits de survivants de telles attaques racontent souvent la même chose, un choc, une violence soudaine, et puis une conscience trouble, celle de sentir le poids de la nature dans ce qu'elle a de plus indifférent. L'ours ne tue pas par cruauté, il n'a pas de haine, pas de sadisme. C'est un acte fonctionnel, un retour à la logique la plus primitive de la vie. Si la proie bouge encore, ce n'est qu'un détail. La forêt, elle, reste silencieuse,
témoin de ce rapport froid entre instinct et chair. Ce genre de vérité dérange parce qu'il démolit la frontière rassurante que nous dessinons entre la nature et nous. Nous aimons voir la forêt comme un lieu paisible, sauvage mais juste. Pourtant, pour l'ours, il n'y a ni injustice ni horreur, seulement la continuité de la chaîne alimentaire. C'est le monde avant la morale, avant la pitié. Il y a plus de 200 corps figés dans la glace du mont Everest, dispersés le long des routes d'ascension, devenus malgré eux des repères pour les alpinistes. On les appelle parfois les marqueurs, car chacun d'eux signale un tournant, un passage difficile, une altitude critique. Certains sont encore vêtus de leurs combinaisons colorées, les visages masqués par des lunettes gelées, les membres raides comme sculptés dans la neige. Là-haut, le froid ne laisse aucune place à la décomposition, la mort devient permanente, suspendue dans un silence absolu. Les récupérer serait presque impossible. À plus de 8000 mètres, l'air est si pauvre en oxygène que le simple fait de respirer est un effort. Chaque pas demande une concentration totale. Ramener un corps, qui peut peser plus de 80 kg une fois gelé, signifierait risquer plusieurs vies pour en sauver une qui n'a plus d'avenir. Alors, les expéditions les laissent là. Leurs positions exactes deviennent des points de repère connus dans les guides d'ascension. Certains sont même nommés par les grimpeurs, comme des fantômes familiers qui jalonnent le chemin vers le sommet. Ce qu'il y a de plus troublant, c'est la banalité avec laquelle ces morts s'intègrent à la routine des vivants. Les alpinistes passent à côté d'eux, parfois les enjambent, jetant un regard rapide avant de continuer à gravir la montagne. Dans un environnement où chaque respiration compte, il n'y a pas de place pour le deuil. La montagne transforme la mort en élément du paysage. L'Everest est devenu un paradoxe, un symbole de gloire et de dépassement de soi, mais aussi un cimetière éternel suspendu dans le ciel. Ces corps rappellent la vérité brute que beaucoup préfèrent ignorer, la nature ne se soucie pas de nos exploits. À cette altitude, la beauté et l'horreur se confondent. Le sommet le plus haut du monde n'est pas seulement un rêve à atteindre, c'est aussi un lieu où la fragilité humaine reste gravée, immobile, dans la glace éternelle. Carl Tansley travaillait comme technicien en radiologie dans un hôpital de Key West au début du XX siècle lorsqu'il rencontra Maria Elena Milagro de Hoyo, une jeune femme atteinte de tuberculose. Il tomba immédiatement amoureux d'elle. Il disait avoir eu des visions d'une femme aux cheveux sombres depuis des années et jura que Maria était celle qu'il attendait. Malgré ses soins et ses efforts, la jeune femme mourut en 1931. Pour beaucoup, la mort aurait mis fin à l'histoire, mais pour Tansley, ce fut le début d'une autre, bien plus étrange. Incapable d'accepter la disparition de celle qu'il considérait comme son âme sœur, il visita sa tombe chaque jour. Puis, au fil du temps, il décida de la ramener auprès de lui. Une nuit, il emporta le cercueil et la ramena chez lui. Pendant les 7 années qui suivirent, il vécut avec le corps, qu'il tenta de préserver de la décomposition. Il l'emmaillotait, réparait sa peau, lui offrait des vêtements, des fleurs, de la musique. Dans son esprit, il ne voyait pas un cadavre mais une présence bienveillante, une compagne silencieuse figée dans un éternel sommeil. Lorsque la vérité fut découverte, l'affaire choqua le pays. Pourtant, le ton public oscillait entre horreur et une étrange fascination. Les journaux décrivaient Tansley comme un fou romantique, un homme consumé par un amour si fort qu'il avait franchi toutes les limites. À son procès, il ne manifesta ni honte ni peur. Il disait qu'il voulait seulement redonner vie à celle qu'il aimait. L'histoire du corps d'Eva Perón est l'une des plus étranges et les plus troublantes du XX siècle. Après sa mort en 1952, à seulement 33 ans, l'ancienne première dame d'Argentine, adulée par le peuple, n'a jamais vraiment quitté la scène politique. Son corps embaumé, préparé avec un soin quasi religieux, a connu un destin à la fois macabre et fascinant. Selon plusieurs témoignages, le président Juan Perón, son mari, aurait gardé la dépouille dans sa résidence pendant des années, parfois installée dans une chaise près de la table du petit déjeuner, comme si elle faisait encore partie du foyer. Ce comportement, s'il semble dérangeant, s'explique en partie par le culte immense voué à Evita.
Pour des millions d'Argentins, elle incarnait la compassion, la justice sociale, la voix des pauvres. Sa mort a été ressentie comme une tragédie nationale, presque une perte mystique. Perón, lui, ne voulait pas seulement conserver un souvenir, il voulait préserver une présence. Son corps, traité avec des techniques de conservation avancées par le docteur Pedro Hara, était si parfaitement préservé qu'il semblait endormi. Le résultat était à la fois fascinant et terrifiant. Lorsque Perón a été renversé en 1955, le nouveau régime a fait disparaître la dépouille, craignant qu'elle ne devienne un symbole de résistance. Le corps a été transporté secrètement en Italie et enterré sous un faux nom. Ce n'est que des années plus tard, après bien des tractations politiques et diplomatiques, qu'il a été restitué à l'Argentine. Entre-temps, la rumeur disait que Perón et sa nouvelle épouse avaient gardé le corps à leur domicile, incapables de s'en détacher complètement, mélangeant deuil, obsession et nostalgie politique. L'histoire d'Eva Perón montre jusqu'où peut aller le pouvoir du mythe. Un cadavre n'est plus seulement un corps, il devient un symbole, un objet de culte, une relique autour de laquelle s'enroule la mémoire collective d'un pays. Ce qu'il y a de plus dérangeant, ce n'est pas qu'un homme ait gardé le corps de sa femme à table, mais que tout un peuple ait continué à vivre avec elle, longtemps après sa mort, incapable de la laisser partir. Quand un insecte se retrouve coincé dans ton œil et que tu n'arrives pas à l'en retirer, ton corps finit par s'en charger lui-même. L'œil, qu'on imagine fragile et délicat, possède en réalité un système de défense très efficace. S'il ne parvient pas à expulser le corps étranger par les larmes, il l'isole, le décompose et l'absorbe lentement. Les cellules immunitaires et les enzymes se mettent à l'œuvre, dissolvant peu à peu la matière organique jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'identifiable. C'est un phénomène à la fois fascinant et un peu dérangeant. On a tendance à penser à l'œil comme à une lentille vivante, transparente et pure, mais il agit aussi comme un micro-laboratoire biologique, capable de recycler ce qui s'y retrouve piégé. Les composants de l'insecte, protéines, lipides, acides aminés, sont dégradés, assimilés, puis redistribués à travers les tissus. Rien ne se perd vraiment, même dans l'un des organes les plus sensibles du corps. Cette capacité illustre à quel point la biologie humaine est ingénieuse. Elle transforme la vulnérabilité en résilience, le déchet en ressource. Ce qui commence comme une irritation devient un processus de nettoyage silencieux, une preuve que notre organisme n'a pas besoin de conscience pour se défendre et s'adapter. C'est presque poétique d'y penser, un être minuscule, venu se perdre dans notre regard, finit par devenir une part de nous. Une fusion inattendue, quelque part entre le dégoût et la perfection biologique. Le corps ne rejette pas toujours ce qui l'envahit. Parfois, il choisit simplement de l'intégrer. Parfois, cette douleur aiguë dans la poitrine, celle qui te coupe le souffle quand tu inspires profondément, n'est pas forcément liée au cœur ni à une crise d'angoisse. Elle peut venir du poumon lui-même, ou plutôt de l'espace minuscule qui l'entoure. Normalement, chaque poumon glisse doucement contre la paroi thoracique grâce à une fine couche de liquide appelée liquide pleural. Ce film permet au tissu de se déplacer sans friction à chaque respiration. Mais quand ce liquide manque ou que quelque chose perturbe cet équilibre, le poumon peut se coller légèrement à la cage thoracique ou au diaphragme, et la simple action de respirer devient douloureuse. Cette sensation, brève mais intense, donne parfois l'impression qu'une aiguille se plante à l'intérieur du thorax. Les médecins appellent ça une douleur pleurétique. Elle peut venir d'une inflammation, d'un effort trop violent, ou même d'un faux mouvement qui modifie la position du diaphragme. C'est ce genre de douleur qui fait instantanément paniquer, on se fige, on cesse de respirer un instant, puis on réalise que ça passe, souvent en quelques secondes. Pourtant, dans ce court laps de temps, on mesure à quel point respirer, un geste qu'on fait des milliers de fois sans y penser, dépend d'un équilibre fragile entre des tissus qui doivent glisser parfaitement les uns sur les autres. Il y a quelque chose d'étrangement fascinant dans cette douleur. C'est un rappel que notre corps est plein de mécanismes subtils, de structures qui fonctionnent en harmonie constante. Quand l'une d'elles se dérègle, même un peu, on le ressent immédiatement. Le simple fait d'inspirer devient un acte conscient, presque inquiétant.
C'est aussi une leçon sur la vulnérabilité du vivant, même un petit désalignement, une fine absence de liquide ou un muscle déplacé, suffit à transformer un souffle ordinaire en un rappel brutal de la mécanique invisible qui nous maintient en vie. Pendant longtemps, il n'existait pas dans l'État du Michigan de loi interdisant explicitement l'abus d'un cadavre. Ce n'était pas qu'on l'autorisait, simplement qu'aucun texte ne le mentionnait. Dans la hiérarchie infinie des priorités législatives, personne n'avait jamais pris la peine de combler cette absence. Ce genre de vide paraît anodin jusqu'au jour où quelqu'un le remarque, souvent parce qu'un acte inconcevable le met en lumière. La loi est censée refléter la morale collective, mais elle avance lentement, à la vitesse des institutions. Pendant des décennies, les textes ont été révisés, réécrits, modernisés, et pourtant cette faille est restée là, comme une fissure dans un mur qu'on ne regarde jamais. Ce n'est qu'en 2024 qu'elle a été comblée, presque discrètement, au milieu d'autres réformes. Peu de gens l'ont remarqué, encore moins en ont parlé. Mais le simple fait qu'il ait fallu attendre aussi longtemps révèle quelque chose sur la manière dont les sociétés hiérarchisent la dignité, celle des vivants avant tout, celle des morts seulement quand un scandale la réclame. Il y a dans ce genre d'histoire un étrange mélange de bureaucratie et de malaise moral. On découvre que la loi n'est pas un rempart parfait, mais un assemblage humain, rempli d'oublis et de priorités subjectives. Et parfois, ces oublis en disent bien plus long sur une époque que les lois elles-mêmes. L'histoire commence comme un souvenir banal d'enfance. Une sortie scolaire à travers les bois, un groupe d'élèves curieux suivant un guide local venu leur apprendre à reconnaître les herbes et les plantes du coin. C'était le genre d'activité éducative et paisible qu'on associe à la nature, à la confiance, à l'innocence. Mon père, alors enfant, se souvenait de cet homme comme d'un passionné. Il expliquait les vertus médicinales des feuilles, montrait comment distinguer les espèces toxiques, parlait de la forêt avec une douceur presque rassurante. Personne ne pouvait imaginer que derrière cette façade se cachait quelque chose de monstrueux. Quelques années plus tard, la police est venue frapper à la porte familiale. Mon père, encore jeune, a vu des agents sortir une photo et lui demander s'il reconnaissait l'homme dessus. Sans hésiter, il a répondu que oui, c'était le guide, l'herboriste. Celui qui leur avait parlé des plantes, celui qui avait marché juste à côté de lui pendant cette excursion. Les policiers ont échangé un regard grave. L'homme en question était mort, mais avant cela, ils avaient découvert qu'il avait assassiné plusieurs garçons de la région. Dans sa voiture, ils avaient trouvé une liste de noms, d'adresses, et celui de mon père figurait parmi eux. Ce genre de révélation laisse une trace étrange dans une mémoire. Ce n'est pas un traumatisme direct, mais une sorte d'ombre rétrospective. L'idée qu'un monstre ait déjà su où tu vivais, qu'il t'ait peut-être choisi, qu'il ait pensé à toi, change ta perception du passé. Ce souvenir d'une journée d'école devient quelque chose d'autre, un moment suspendu entre l'innocence et le danger. Et même si le tueur a fini par être arrêté, certains disent qu'il s'est suicidé, d'autres qu'il est mort dans des circonstances floues, l'histoire reste ouverte, inachevée. Chez les punaises de lit, la reproduction est un acte qui ressemble plus à une agression qu'à un accouplement. Le mâle ne cherche pas d'ouverture naturelle pour féconder la femelle. Il la perce directement à travers la paroi de son abdomen, introduisant sa semence dans sa cavité corporelle. Ce processus, connu sous le nom d'insémination traumatique, est l'un des exemples les plus extrêmes de reproduction dans le règne animal. L'évolution a conduit ces insectes à contourner complètement les voies reproductrices habituelles. Ce comportement provoque chez la femelle des plaies internes, parfois mortelles, et c'est pour cette raison qu'elle a développé un organe spécialisé, une zone de tissu renforcée appelée le spermalège, destinée à limiter les dégâts et à contenir le sperme après la perforation. Même ainsi, chaque accouplement laisse une trace physique. Ce qui fascine et dérange à la fois, c'est la logique impitoyable de la nature. Dans un monde où la reproduction est une course à la survie, la stratégie la plus brutale peut parfois devenir la plus efficace. Les punaises de lit incarnent cette cruauté naturelle dépourvue de malveillance. Il n'y a ni plaisir ni sadisme, seulement la mécanique froide de l'instinct.
Ce qu'on retient de ce phénomène, ce n'est pas seulement l'horreur biologique, mais aussi la précision avec laquelle la vie trouve toujours un moyen, quitte à se réinventer dans la douleur. Même dans les recoins les plus infâmes de la nature, l'évolution continue d'expérimenter, indifférente à nos notions de tendresse ou de cruauté. Dans les films apocalyptiques sur les météorites, tout commence souvent de la même manière. Une équipe de chercheurs tombe par hasard sur un rocher spatial inconnu, puis découvre qu'il fonce droit sur la Terre. Et, dans un sens, c'est exactement ce qu'on doit espérer si une telle chose devait arriver, que quelqu'un s'en aperçoive par accident. Parce qu'en réalité, ces trucs-là sont d'une vitesse inimaginable. Dans les films, on nous montre une immense boule de feu qui entre dans l'atmosphère en laissant une traînée flamboyante, donnant aux gens le temps de comprendre qu'ils sont condamnés. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. En vrai, un météore passe du bord de l'atmosphère au sol en moins d'une seconde. L'impact est si violent qu'il vaporise à la fois le sol qu'il touche et sa propre matière. Le choc est tel que la croûte terrestre se comporte comme de l'eau, elle ondule, s'élève, se propage en vagues de terre qui anéantissent tout sur leur passage. Mais le plus effrayant, c'est que ces objets sont glacés. Ils ne deviennent brûlants que lorsqu'ils rencontrent une atmosphère, que ce soit celle d'une planète ou d'un autre corps céleste. Tant qu'ils restent dans le vide spatial, ils sont gelés et donc presque indétectables. Si personne ne cherche précisément à les repérer, ils passent inaperçus. Ce qui veut dire que nous ne saurons probablement rien. Aucune alerte, aucun compte à rebours, aucun feu dans le ciel. Un instant, tout est normal. Et la seconde suivante, le sol se soulève comme une mer en furie et tout disparaît. C'est pour ça, dans les films, qu'on parle de scientifiques qui découvrent ces choses, par hasard. Parce qu'en vérité, les chances de les détecter volontairement sont minimes. Mais il y a malgré tout une bonne nouvelle, le système solaire est vieux, très vieux. La plupart des débris dangereux ont déjà frappé quelque chose, des planètes, des lunes, ou d'autres astéroïdes. Les cratères lunaires en sont les témoins. La Terre, elle aussi, a déjà reçu sa part. Les probabilités qu'un cataclysme de cette ampleur se reproduise sont faibles. Pas nulles, certes, mais faibles. Et surtout, n'oublions pas, notre planète est toute petite. Une poussière bleue suspendue dans l'immensité. Même à l'échelle de notre système solaire, elle est minuscule. Chez les vers plats, l'accouplement n'a rien de romantique. C'est une véritable bataille biologique où deux individus se livrent à un duel d'une précision chirurgicale. Ces créatures hermaphrodites possèdent à la fois les organes mâles et femelles, mais elles ne veulent pas toutes jouer le même rôle. Porteur des œufs exige beaucoup d'énergie, alors chaque ver tente d'éviter cette charge en essayant d'imposer à l'autre la fonction de femelle. Le rituel s'appelle l'escrime pénienne. Les deux vers se font face, tordus dans un balai étrange, leur corps souple cherchant l'angle parfait pour frapper. Leurs organes, divisés en deux pointes acérées, fonctionnent comme de minuscules dagues. Chacun tente de percer la peau de l'autre pour y injecter son sperme, non pas par un orifice préexistant, mais à travers le simple contact d'une plaie. C'est une scène à la fois fascinante et brutale, un mélange de stratégie, de contorsion et de violence silencieuse. Le premier qui réussit à piquer, l'autre gagne. Il reste mâle. Le perdant, lui, deviendra femelle et portera les œufs fécondés. Ce comportement illustre à quel point la nature n'a ni morale ni sens du juste. Même les organismes les plus simples sont pris dans une logique de survie et de domination, où chaque échange de gènes est une lutte. Il y a, à tout moment, plus de cellules étrangères dans ton corps que de cellules véritablement humaines. C'est un fait biologique presque poétique, mais aussi profondément troublant. Nous aimons penser que notre corps nous appartient, qu'il est une unité, une construction unique façonnée par notre ADN. En réalité, nous sommes un écosystème ambulant. Des milliards de bactéries, de champignons, de virus et même de parasites vivent en nous, sur nous, et autour de nous, formant une colonie complexe dont l'équilibre détermine notre santé autant que notre propre biologie.
La plupart de ces habitants invisibles ne sont ni amis ni ennemis. Ils existent simplement, profitant de notre chaleur et de notre nourriture, voyageant avec nous comme des passagers silencieux. Certains, pourtant, sont essentiels, ils régulent notre digestion, produisent des vitamines, entraînent notre système immunitaire à reconnaître le danger. D'autres attendent le moindre déséquilibre pour devenir nuisibles. Une infection, un stress, une cure d'antibiotiques, et soudain, l'harmonie bascule. Le corps n'est pas un temple, c'est une jungle microscopique où des milliards d'êtres luttent, coopèrent et se multiplient à chaque seconde. Et comme si ce mélange organique ne suffisait pas, la modernité y a ajouté une touche artificielle, les microplastiques. Ces fragments invisibles se faufilent partout, jusque dans le sang, les poumons, le cerveau. On les retrouve dans le placenta, dans les tissus du cœur, dans l'eau que l'on boit et l'air que l'on respire. Ils ne vivent pas, mais ils s'installent quand même, comme une signature chimique de notre époque. Les veines dans tes yeux projettent en permanence de minuscules ombres sur ta rétine, mais ton cerveau les ignore. Elles sont là, partout, tout le temps, dessinant un réseau sombre juste devant ta vision, et pourtant, tu ne les vois pas. C'est un des tours de passe-passe les plus élégants du système visuel, filtrer les informations constantes pour ne garder que ce qui change. Tes yeux te montrent le monde, mais ton cerveau choisit ce que tu perçois. Les vaisseaux sanguins qui tapissent la surface interne de l'œil se trouvent entre la lumière qui entre et les photorécepteurs qui la capturent. En théorie, ils devraient obscurcir une partie de ta vision, comme si tu regardais le monde à travers un rideau fin. Mais le cerveau, habitué à cette ombre immobile, la considère comme un bruit de fond et la supprime complètement de ton champ de conscience. C'est un effacement permanent, automatique, un acte de censure biologique qui t'empêche de voir la structure même de ton propre œil. Et pourtant, tu peux déjouer cette illusion avec un simple geste. Si tu formes un minuscule trou avec tes doigts et que tu regardes vers une surface lumineuse, comme le ciel ou un écran blanc, puis que tu bouges lentement ta main, les ombres se mettent à bouger elles aussi. Le cerveau, incapable d'ignorer un changement soudain, les perçoit enfin. Ce que tu vois alors, ce sont tes propres vaisseaux, un entrelac organique, un motif vivant que tu portes en toi depuis toujours. Le visage du mannequin de réanimation cardio-pulmonaire, celui sur lequel des millions de personnes ont appris à sauver une vie, vient d'une morte. C'était une adolescente retrouvée sans nom dans la Seine à la fin du XVIe siècle, quelque part à Paris. Personne ne savait qui elle était, ni pourquoi elle avait fini là. Le médecin légiste qui s'occupa de son autopsie fut frappé par son apparence. Contrairement aux autres noyés, son visage ne portait pas la marque de la souffrance. Elle semblait dormir, les lèvres légèrement relevées, comme dans un rêve paisible. Troublé par cette beauté figée, il fit réaliser un moulage de son visage avant qu'on ne l'enterre, sans identité ni famille pour la réclamer. Ce masque, appelé l'inconnu de la Seine, devint célèbre à travers toute l'Europe. Les artistes, fascinés, s'en procuraient des copies. Il ornait les murs des ateliers, des maisons, des cafés littéraires. Certains voyaient en elle la représentation parfaite du mystère féminin, d'autres y lisaient la mélancolie de la mort. Son expression tranquille hantait les esprits, rappelant que la frontière entre la vie et la mort pouvait, parfois, ressembler à un simple sommeil. Des décennies plus tard, un fabricant norvégien nommé Asmin Laerdal cherchait un visage pour un nouveau mannequin médical destiné à l'enseignement de la réanimation. Il voulait qu'il ait l'air humain, rassurant, doux, pour ne pas effrayer ceux qui s'entraîneraient à insuffler la vie. Lorsqu'il découvrit le masque de l'inconnu, il y vit la sérénité qu'il cherchait. Il modela le visage de son mannequin d'après celui de la jeune fille. Ainsi, à travers chaque formation, chaque geste de secours, son image continue d'exister. Parmi tous les sens humains, l'ouïe serait le dernier à s'éteindre. Quand le cœur cesse de battre et que la respiration s'arrête, quand la vision se brouille et que le corps devient lourd, il resterait encore un fil ténu qui relie l'esprit au monde, le son. Des études menées auprès de patients en mort cérébrale partielle ou de personnes revenues d'arrêt cardiaque suggèrent que le cerveau continue parfois de percevoir les sons,
même quand le corps semble déjà inerte. Ce n'est pas une conscience claire, mais une rémanence, comme un écho qui se refuse à disparaître. Les infirmiers et médecins le savent souvent par expérience. Ils parlent doucement aux patients inconscients, murmurent des mots de réconfort aux mourants, parce qu'il existe une chance qu'ils entendent encore. Dans les chambres d'hôpital, il y a ce silence étrange, interrompu par le bip régulier des machines et la voix calme de ceux qui veillent. C'est une présence discrète, mais profondément humaine, comme si reconnaître que quelqu'un nous entend encore permettait de ne pas le laisser partir tout à fait seul. Penser que Louis est la dernière à s'en aller donne une dimension poétique à la mort. Ce que l'on entend en dernier, ce ne sont pas les battements du cœur ni le souffle qu'on perd, mais peut-être la voix d'un proche, une phrase familière, le murmure d'un adieu. Le monde se retire lentement, et la dernière chose qui nous rattache à lui n'est pas la lumière, mais le son. Il existe des études, encore très discutées, qui suggèrent que certaines préférences intimes pourraient avoir une composante génétique ou du moins héréditaire. Pas les détails précis, mais la structure du désir, la façon dont le cerveau associe le plaisir, la curiosité et la peur. Ce n'est pas tant que les parents transmettent leur goût à leurs enfants, mais plutôt une sensibilité à l'exploration, à la transgression, à la manière dont le corps et l'esprit apprennent à se connaître. Le désir n'apparaît pas dans le vide. Il est modelé par ce qu'on voit, ce qu'on entend, par l'atmosphère d'un foyer, par la pudeur ou la liberté des parents, par le rapport qu'ils entretiennent eux-mêmes avec la honte ou la tendresse. On hérite parfois de leur gêne, de leur curiosité refoulée, de leur façon d'associer l'amour au secret. Dans ce sens, on pourrait dire que certaines tendances se transmettent, non pas comme des gènes, mais comme des silences. Ce qu'on appelle une préférence atypique raconte souvent quelque chose de plus profond, une manière de rechercher un équilibre entre vulnérabilité et contrôle, entre curiosité et peur. C'est une carte intime de la psyché, tracée à partir d'expériences, de regards, de gestes et d'histoires qui précèdent même notre naissance. Dire que le désir est héréditaire, c'est admettre que nous ne sommes pas des êtres isolés. Nos pulsions, nos élans, nos attirances sont les échos d'une longue lignée de corps et d'émotions, transmis à travers des générations qui n'en ont jamais parlé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.